Je ne suis pas spécialiste de la question du refus de soins. Ce que je vais essayer de faire, c'est de pointer quelques questionnements éthiques qui me semblent devoir être posés sur cette question. D'abord, je commencerai par dire que je suis très content d'être à côté d'un juriste parce que c'est très important de rappeler le cadre juridique et notamment, peut-être Benjamin le confirmera-t-il, cette loi, enfin cet article du Code de la santé publique qui dit qu'aucune personne ne peut faire l'objet de discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins. Donc il y a là, à mon sens, un principe, le principe éthique de non-discrimination, mais c'est un principe qui fait consensus et le questionnement, finalement, il est beaucoup plus juridique qu'éthique ici. C'est-à-dire il s'agit de savoir comment l'appliquer, comment éviter que les professionnels trouvent des stratégies de contournement pour précisément le contourner. Il n'y a pas là vraiment de questionnement éthique. Alors, est-ce qu'on peut avoir une réflexion éthique sur le refus de soins ? Là où il doit y en avoir une, à mon sens, c'est sur la question de savoir si cette question-là pose seulement un problème de discrimination. Alors certes, elle pose un problème de discrimination. Certaines personnes sont discriminées en raison même de caractéristiques, mais c'est un peu facile de réduire cette question à un problème de discrimination, puisque cela revient à faire porter la responsabilité à certains professionnels du soin, à cibler des vilains canards pour oublier de penser le système de soins lui-même. Pour le dire autrement, à juger les conduites d'individus particuliers plutôt que le système où s'insèrent ces conduites. Le refus de soins peut aussi être pensé comme un problème de solidarité. Si tant de professionnels de santé ou de services de soins refusent des soins aux personnes vivant avec des handicaps, c'est peut-être aussi le mode de rémunération des professionnels qui est à revoir, peut-être aussi la tarification des actes, peut-être la formation des professionnels. Et la question se pose alors de savoir si nous sommes prêts, comme collectivité, à investir davantage pour favoriser l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, à investir dans la formation, dans l'aménagement des lieux, dans la réflexion sur d'autres modes de tarification. La question se pose aussi de savoir ce qu'est un droit égal d'accès aux soins. Est-ce le droit formel d'accéder à des soins ou est-ce que ce sont les possibilités réelles de bénéficier d'un soin, ce que l'on pourrait appeler l'accessibilité du soin ? Pour prendre un exemple simple, chacun peut accéder au métro, chacun a le droit d'accéder au métro, mais le métro est en fait accessible à une catégorie très précise d'individus, ceux qui sont capables de marcher, de descendre et de monter des marches, et de faire ça à une certaine vitesse. Il y a au fond deux façons de concevoir l'égal accès aux soins, et entre ces deux façons, une multitude de degrés. On peut concevoir l'accès comme le droit d'accès, ou on peut concevoir l'accès comme accessibilité, comme capacité réelle d'accéder. Et la question se pose, si on prend la deuxième branche, de savoir dans quelle mesure nous pouvons aménager le système de santé pour que chaque personne puisse bénéficier du même niveau de soins. Mais là, un deuxième problème se pose. Quand nous disons qu'il faut faire en sorte que chacun bénéficie du même niveau de soins, nous supposons que le soin est un bien consommable que nous pourrions répartir équitablement dans une population. Nous avons une approche que l'on pourrait dire ressourciste du soin. Nous considérons le soin comme une ressource et oublions que le soin est toujours le soin d'un individu particulier et qu'il ne peut être considéré comme un bien autonome, indépendamment de la personne qui en bénéficie. Par conséquent, nous pouvons difficilement égaliser un niveau de soin, sauf à standardiser à outrance le soin, ce qui peut-être est contraire à la notion même de soin. Ce qui peut être égalisé, ce sont les conditions réelles données à chacun de bénéficier d'un soin approprié. Et alors, on adopte ce qu'on pourrait appeler, ce qui a été appelé une approche capabiliste du soin, conçue notamment par Amartya Sen, qui critiquait ce qu'il appelait le fétichisme des ressources.
Développer une approche capabiliste du soin suppose de dire que ce qui compte, ce ne sont pas les ressources dont bénéficient ou non les individus, mais leur capacité réelle à les convertir en fonctionnement, autrement dit en état ou en action. Alors c'est loin d'être une tâche simple, et quand bien même nous aurions éliminé les refus de soins, nous n'aurons pas nécessairement garanti pour chacun un égal accès aux soins. Cette approche capabiliste, elle nous permet aussi de voir que l'égal accès aux soins est une dimension seulement de l'égal accès à la santé. Il ne faudrait pas qu'en focalisant notre attention sur le refus de soins, nous oublions les autres facteurs d'inégalité de santé que sont le non-recours aux soins, l'abandon des soins, dont parlait tout à l'heure Pascal Jacob, les difficultés à se déplacer, les difficultés de communication pour certains handicaps, et enfin les difficultés socio-économiques qui accompagnent parfois, souvent, le handicap. Alors, on peut se demander dans ces conditions si, d'un point de vue stratégique, aussi bien que d'un point de vue éthique, nous n'aurions pas intérêt à combattre d'abord l'inégalité d'accès à la santé, plutôt que l'inégalité d'accès aux soins, ce qui peut se faire en révélant d'abord les différences d'espérance de vie et d'espérance de vie en bonne santé entre des personnes en situation de handicap et des personnes qui ne le sont pas. Dernier point, plus théorique peut-être, l'approche consacrée du handicap aujourd'hui est une approche inclusive, donc reposant sur ce qu'on pourrait appeler la pensée inclusive et l'idéal d'une société inclusive. Qu'est-ce que l'inclusion ? C'est un concept libéral, au sens philosophique du terme libéral. Il s'agit d'abattre les barrières institutionnelles, les barrières économiques, pour que chacun puisse mener sa vie selon ses propres valeurs. Au fond, l'inclusion suppose de penser que rendre justice aux personnes en situation de handicap revient à rendre accessible l'ensemble des biens sociaux. C'est un bel idéal, bien sûr, mais cette notion d'inclusion peut être critiquée pour son caractère normalisateur. Au fond, ceux qui décident des modalités d'inclusion, ce sont toujours ceux qui sont toujours inclus. Et ils le font sur la base d'une certaine compréhension, qui est la leur, des besoins et des attentes des exclus. On peut alors proposer une autre approche qui est celle de la non-exclusion. Au lieu de penser ce que nous pouvons faire en plus pour inclure les personnes en situation de handicap, il faudrait se demander ce que nous pouvons faire en moins pour ne pas les exclure. Concrètement, cela donne 3 tâches qui ne sont, vous le verrez, pas si concrètes que ça. J'ai du mal à être concret, en fait. La première tâche est théorique. Il faut passer peut-être d'une logique d'accès ou d'accessibilité à une logique de milieu. Ce qui compte, ce n'est pas, ou en tout cas pas seulement, de faciliter l'accès à un certain milieu, mais de transformer le milieu lui-même pour qu'il puisse être approprié par des personnes en situation de handicap. La seconde tâche, c'est d'analyser sereinement et de façon systématique les facteurs de l'exclusion, ici le refus de soins, que ce soit des facteurs géographiques, des facteurs liés aux représentations, des facteurs socio-économiques. Autrement dit, renverser le regard depuis l'exclu vers celui qui exclut. Comprendre en quoi des comportements inhabituels peuvent perturber à ce point nos fonctionnements que nous ayons besoin de les exclure. Troisième tâche, elle consiste à mener de front un débat qui est en fait un débat qui a déjà cours, qui peut se résumer ainsi: milieu ordinaire ou milieu spécifique. Faut-il que certaines personnes en situation de handicap ou concernées par certaines formes de handicap soient soignées dans des lieux spécifiques qu'elles auraient elles-mêmes conçus, ou doivent-elles être soignées en milieu ordinaire, et dans quelles conditions, dans quel cas on doit choisir l'une ou l'autre des options. Voilà un débat qui doit être aussi posé. Voilà, donc c'était plus un ensemble de questions que je voulais semer que pour bien sûr vous laisser y répondre et poser d'autres questions si vous le souhaitez.